Donc je vais sans plus tarder passer la parole à M. Claude Fischler, qui est directeur de recherche au CNRS de Paris, qui va nous parler de la chimie hier, aujourd'hui et demain. C'est vrai que la chimie est bien présente dans les productions de fruits et légumes. On parle des chimiques, des stabilisants, des conservateurs, mais il y a aussi la chimie dans les sols avec les engrais. Alors, Bernard Chevassus m'a demandé en effet de parler de la chimie d'Aristote à nos jours, et il a précisé cette demande hier soir. J'ai donc décidé de me contenter, en dépit de ses recommandations, de vous parler du chimique plutôt que de la chimie dans la parlure commune. Parlure, c'est un mot québécois. Et on ne parle pas de la chimie, on parle du chimique. Et il n'existe que en duo, en dualité, en opposition duelle avec son symétrique, le naturel. Et donc je voudrais vous dire quelques mots là-dessus. Et sans aller jusqu'à Aristote, je commence par exemple à 1931 pour dire que c'est une opposition et une accusation qui ne date pas de la semaine dernière, puisque vous voyez, parmi la littérature très abondante et beaucoup plus ancienne qu'on peut trouver depuis la fin du XIXe siècle au moins, cet ouvrage que j'ai trouvé chez un bouquiniste il y a de nombreuses années, Comment on nous empoisonne par les aliments chimiqués. Il y a des guillemets à chimiquer. Les aliments chimiqués sont des aliments mortifères, etc., etc. Et puis, pour partir aussi d'exemples et de sources extrêmement parlantes, je vais vous donner une petite étude de cas. En 1971 ou 76, ça c'est la version 76, on a commencé à voir circuler sous forme renéotypée un document qui s'intitulait lui-même communiqué par l'hôpital de Villejuif communique. Les produits, les additifs qui suivent sont tous autorisés, mais il faut en éviter certains qui sont particulièrement dangereux et cancérigènes. Et enfin, beaucoup d'entre vous se souviennent sans doute de cette affaire ou de ses multiples versions. Et l'un des plus dangereux, c'était le E330, qui n'est autre que l'acide citrique. Alors, un chercheur de Cap-Ferrer, un professeur de marketing de l'ESSEC ou de HEC, je ne me souviens plus, avait dans les années 80 poursuivi l'enquête, cherché à voir si ce texte circulait toujours, et il avait découvert qu'il était affiché, par exemple, dans des cabinets de médecine générale, dans les salles d'attente, dans la banlieue parisienne, entre autres endroits. Il y avait un mécanisme, si vous voulez, qui s'apparentait à celui des légendes urbaines ou des rumeurs, comme le premier travail que j'ai fait avec Edgar Morin, c'était la rumeur d'Orléans. On voyait que les gens qui propageaient la rumeur étaient souvent très bien intentionnés. Il y avait des professeurs ou des professeurs dans les institutions de jeunes filles de la ville qui mettaient en garde leurs élèves contre certains magasins où on aurait pratiqué la traite des blanches. C'était ça la rumeur d'Orléans. Et la croyance à la rumeur se manifestait souvent sous la justification ou sous la motivation du scepticisme. On ne me la fait pas, il n'y a pas de fumée sans feu. L'affaire du tract de Villejuif est extrêmement impressionnante par sa durée. Le fait qu'évidemment elle prend une forme écrite, et c'est une source écrite qui n'est jamais critiquée manifestement, ou dont la critique n'atteint jamais sa cible. En 2010, dans un bulletin d'annonce de quartier, vous savez, ceux qu'on a chez les boulangers, etc., j'ai trouvé ceci, distribué par l'hôpital de Villejuif, la reproduction exacte, pratiquement au mot près, du tract initial renéoté, et repris de la même manière. Donc je me suis dit, il y a quelques jours avant cette réunion, quid d'Internet ? On doit certainement retrouver ça sur Internet. On le retrouve dans d'innombrables brochures, d'innombrables livres, etc. Eh bien, en effet, vous faites une petite recherche sur Google et vous trouvez, distribué par l'hôpital de Villejuif, Centre national de recherche contre le cancer, le 330, etc. Exactement la même histoire. Si une affaire comme ça perdure, se retrouve sous la même forme, c'est, si vous voulez, comme disent les anthropologues, c'est qu'elle est bonne à croire, elle est bonne à penser.
C'est-à-dire que ça rencontre des matrices préformées dans nos têtes, manifestement, ou dans les têtes d'une partie de la population. Et il y a une prédisposition, en somme, à accepter ce genre de choses. Alors, quid, dans l'ensemble de la population, de représentation de cet univers du chimique? Alors, on a des données excellentes. On a, par exemple, en 2011, j'ai participé à un eurobaromètre avec des collègues de plusieurs pays où on avait décidé de mettre une question ouverte sur 32 000 personnes. C'est quand même assez lourd à traiter, mais le traitement nous a révélé, alors c'est trop petit, on ne voit rien sur cette dia, mais ce que nous avons découvert, donc la question c'était, est-ce qu'il y a quelque chose dans le domaine de l'alimentation qui suscite plus particulièrement votre préoccupation? Et dites-nous ce que c'est. In your own words, dans la version originale en anglais, c'est-à-dire dans vos propres termes. Et quand on fait le post-codage, on s'aperçoit que ce sont les produits chimiques dans l'alimentation qui sont la préoccupation numéro 1. Toutes les choses qu'on ajoute dans l'alimentation, alors ça peut aller jusqu'au-delà du chimique, mais le chimique précède l'organique. Je veux dire que les dangers microbiens et même les OGM figurent assez loin dans la liste. On a ici une liste qui a été compilée de la même manière, ou plus exactement un pourcentage, disons, dans la population, dans l'échantillon de 30 000 personnes dans 63 pays rassemblés par Nielsen, les aliments ou les produits que les gens cherchent à éviter. Et on voit que, par exemple, les conservateurs artificiels, artificial preservatives, les colorants, les antibiotiques, les hormones, etc., bon, il y a une bonne partie de ces ingrédients qu'on pourrait regrouper sous les catégories chimiques ou chimiquées, comme on disait en 1931. Alors, cette obsession du chimique ne se comprend que par opposition avec la catégorie naturelle. On a des données, même expérimentales, sur la supériorité naturelle du naturel, si j'ose dire, dans la tête de nos contemporains et peut-être même dans la tête de Sapiens sapiens. On ne peut pas savoir si c'est universel ou localement culturel. Là, en l'occurrence, c'est un travail qui a été fait par mon collègue et ami Paul Rosine, psychologue social à l'Université de Pennsylvanie. Ça remonte déjà à quelques années, mais je crois que c'est un travail très très frappant et très important, où on demande au sujet naïf d'évaluer en pourcentage la naturalité d'un objet ou d'un produit. Le ruisseau qui coule derrière chez vous, quel pourcentage de naturalité attribuez-vous à son eau? Alors, il descend de la montagne, et là, on répond 97%. Si j'ajoute en quantité infinitésimale quelque chose à l'eau de votre ruisseau pour permettre de la mettre en bouteille et de la rendre disponible au public, quelque chose qui est vraiment en quantité minuscule, qui ne change ni le goût, ne produit aucun effet sur l'organisme, quel degré de naturalité attribuez-vous maintenant à cette eau? Il y a une chute massive, on est dans les 50%. Mais alors, supposons que ce que j'ai ajouté, maintenant je vois que ça détruit la naturalité, supposons que ce que j'ai ajouté, maintenant, par un moyen que je possède, je le retire. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? La naturalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient. Alors, monsieur est extrêmement rationnel. Eh bien, la naturalité baisse encore. Donc, ça n'est pas la substance, c'est le process. Et ça, c'est une dimension absolument fondamentale à prendre en compte, n'est-ce pas, dans la réflexion et l'action dans ce domaine. C'est pour ça que je pense que ce sont des travaux qui sont très, très importants. Alors, il a mis en évidence aussi ce que nous savions déjà, qu'il y a un effet contagion, c'est-à-dire que once in contact, always in contact, dans sa formule, n'est-ce pas, ce qui est en contact reste en contact, et les caractéristiques se transmettent quand elles sont négatives. Ensuite, il a montré aussi que la naturalité était plus sensible à la présence du chimique qu'à des processus physiques, du genre chauffer, congeler, etc.
Bon. Ensuite, nous avons ensemble, dans une enquête où nous avions 4 pays de grand nombre de personnes, essayé de comprendre ce que les sujets entendaient par naturel, comment ils le définissaient plus exactement. Il y a beaucoup de mal à définir naturel. Donc on avait 4 pays, 7000 personnes au total. Enfin, ça a été fait sur un sous-échantillon, enfin peu importe. Ce qui est très frappant, c'est que les définitions du naturel sont toujours négatives. C'est-à-dire, ça n'a pas été modifié, ça n'a pas été affecté d'une manière ou d'une autre par l'industrie, ça n'a pas été touché par les humains, ça n'a pas été transformé, il n'y a pas d'additifs, on n'a rien ajouté, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de conservateurs. Enfin, tout ça, ce sont des citations, n'est-ce pas ? Ça tire son origine de la nature, on le trouve dans la nature, etc., etc. C'est beaucoup plus sensible pour les aliments que pour les autres produits. C'est beaucoup plus sain, il y a une... et surtout, ce qui est très frappant, c'est que quand on est dans l'univers du végétal, on est plus proche du naturel que quand on est dans l'univers de l'animal. Constamment, les végétaux sont cités et mentionnés comme plus... Alors ça, Michael Pollan est un célèbre auteur américain, journaliste, qui a fait un ouvrage d'ailleurs remarquable qui s'appelle The Omnivore's Dilemma, qui a eu beaucoup d'influence aux États-Unis, mais ensuite il a poursuivi un petit peu en essayant de donner des conseils pour s'y retrouver. Et dans cet ouvrage In Defense of Food, il a donné une espèce de mantra pour les consommateurs américains. Il a dit en gros ce qu'il faut faire, c'est eat food, manger des aliments, pas trop, surtout des plantes. Et il a aussi ajouté qu'il fallait éviter, et là on retrouve le chimique, il fallait éviter de consommer des aliments que votre arrière-grand-mère ou vos arrière-grand-mères n'auraient pas reconnus. Ce qui nous met dans une situation quand même d'un conservatisme assez remarquable. Bref, cet univers de représentation, je crois qu'on a 15 minutes, donc je ne veux pas traîner, et comme vous en rendez bien compte, a des effets absolument considérables sur les comportements réels. Ce système de représentation, qu'on peut qualifier d'irrationnel ou autre, c'est une erreur. Il serait irrationnel de le dédaigner, de le rejeter sous prétexte qu'il est irrationnel. Je crois qu'il est absolument fondamental de prendre en compte ces mécanismes de fonctionnement réels et objectifs, j'allais dire, du système mental de la cognition des consommateurs, mais je veux dire de notre cognition, parce qu'après tout, nous partageons une culture et nous sommes jusqu'à plus ample informés par membres de la même espèce. Il y a des effets d'ores et déjà manifestes dans des domaines qui sont ceux de l'industrie. Par exemple, aux États-Unis, le Wall Street Journal annonce que dans tous les produits emballés, un argument nouveau, c'est moins d'ingrédients. Donc on diminue le nombre d'ingrédients listés sur l'étiquetage. Les marques et le chimique, dans le monde anglo-saxon en particulier, ou dans celui des multinationales, on voit bien qu'il se passe quelque chose depuis 2-3 ans. Par exemple, j'ai trouvé ça dans la presse professionnelle, 80% des parents anglais, britanniques et américains s'inquiètent des colorants synthétiques pour leurs enfants. Nestlé, États-Unis, alors depuis il y a du nouveau, ils disent plus de colorants ni d'arômes artificiels dans les confiseries. Maintenant, j'apprends qu'ils vendent des confiseries aux États-Unis. General Mills a promis de ne plus mettre de colorants artificiels dans leurs céréales de petit déjeuner. Et Hershey, qui est le chocolat le plus populaire aux États-Unis, a promis de fournir dans les compositions des ingrédients faciles à comprendre. Et donc, toutes ces marques sont présentées dans LSA ou dans les revues professionnelles comme en difficulté ou en crise, mais ça ne se passe pas en France. Si vous voulez, il me semble que l'émergence de la croissance de la revendication du bio ne peut plus être considérée comme quelque chose d'anecdotique, puisque je commençais à raconter à quelqu'un tout à l'heure que dans mon quartier, il y a maintenant 3 enseignes de semi-grande surface bio, Naturalia, les nouveaux Robinson et Que de cerises.
Et bientôt, je vais avoir du mal à trouver du non-bio dans mon quartier, qui est manifestement un quartier de bobos. Donc, voilà, je veux dire que nous en sommes à ce point, et nous devons, je crois, trouver une manière de prendre en compte ce système de représentation qui caractérise nos contemporains et qui aboutit à ce résultat absolument paradoxal que les fruits et légumes, dont nous savons maintenant très très clairement à quel point ils peuvent être bénéfiques à la santé publique, sont dans les représentations eux aussi très bénéfiques, puisque le végétal est du côté du naturel et que le naturel s'oppose au chimique. Et voici que le végétal est contaminé, dans les esprits en tout cas, par le chimique. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Merci. Ces éclaircissements qui nous aident beaucoup, qui sont inquiétants parfois, mais c'est vrai que vous l'avez noté, nous faisons, je crois, quand même beaucoup de progrès dans le domaine de l'utilisation de produits chimiques, que ce soit sur les produits, que ce soit en tant que conservateurs, que ce soit dans les sols. Vous avez parlé du bio avec beaucoup de tendresse. Et Ah bon? Non, je crois que... Oui, d'ironie aussi. Non, c'est vrai. Les croyants sur la vie dure, bon, il y a les produits chimiques, il n'y a que le bio qui est bon. Je crois qu'il y a là aussi un juste milieu. Moi, je regrette. Il y a une campagne l'an dernier au niveau du Sénat. Il y avait un amendement qui proposait un pourcentage de produits bio obligatoire. Déjà, moi, j'aime pas le mot obligatoire dans l'alimentation, dans les cantines scolaires. Je crois que ça partait d'une bonne idée, mais c'était une fausse bonne idée. Moi, je suis évidemment pour le bio, pour les produits de qualité, dans les cantines scolaires pour nos enfants. La seule chose à laquelle n'avait pas pensé la personne qui nous a proposé cet amendement, c'est que nous n'étions pas en mesure de fournir ces quantités de bio. Donc il aurait fallu s'approvisionner vers les pays de l'Est, Lituanie, Estonie, avec des produits peut-être pseudo-bio, au détriment de filières de qualité, parce qu'il existe énormément de filières de qualité, en fruits et légumes notamment. Il y a des IGP, il y a des AOP, qui n'ont pas la certification bio, mais qui sont des produits d'une qualité au moins égale, quand ce n'est pas supérieur des fois. Donc, écoutez, je crois que les marchands de peur continuent de nous alerter, mais nous faisons des progrès et j'espère que nous continuerons dans ce sens.